c'est toujours un peu la réaction de se dire pourquoi on réinvente des choses apparemment qui ont déjà été faites. Donc par rapport à cette idée, nous nous sommes dit dans le groupe qu'il pouvait être utile de regarder, bon, historiquement, en se focalisant, c'est ce que j'ai fait sur la coopération française, mais pas uniquement, qu'est-ce qui a déjà été fait, avec quels résultats, et donc éventuellement quelles sont les pistes qui n'ont pas été exploitées jusqu'à maintenant. Alors si on regarde historiquement, mais je vais avoir 3 personnes pour s'occuper de moi maintenant, si on regarde historiquement les interventions de la coopération française en matière de formation et appui aux jeunes ruraux, voilà, c'est venu très bien, au lendemain des indépendances. Bon, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'à partir des années 60, ce qui a été fait en matière de formation agricole des jeunes, bon, ça a été essentiellement des formations techniques avec comme objectif surtout de former des vulgarisateurs censés d'intervenir auprès des paysans pour diffuser la bonne parole technique. Hein. Schématiquement, ça a été ça. Ce personnel d'encadrement ayant pour vocation d'intervenir auprès des paysans sans différenciation très fine, hein, au vu de tout ce qui vient de nous être expliqué sur les pauvres, les moins pauvres et les nantis, et les souvenirs que l'on peut avoir sur ces types d'interventions dans le cadre des diverses coopérations qui y intervenaient. Bon, on se souvient voilà, des grands débats qu'il y a eu autour du système Bénor, hein, les gens soutenant ces interventions massives avec grands moyens pour intervenir auprès de l'ensemble des paysans, et puis les gens dans la coopération française que nous étions qui disaient « mais non, il ne faut pas travailler de cette façon-là ». La situation des paysans est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fine, et ça a été tout le champ de ce qu'on appelait à cette époque la recherche-développement, et qui a été fortement soutenu et par la coopération française. Bon, et dans ces différents volets, enfin, je pense à l'AFD de l'époque. Alors, parallèlement à ça, en matière d'enseignement agricole, au lendemain des indépendances, le modèle dominant, ça a été les centres de formation à la française. C'est dit à plusieurs reprises, on était vraiment dans ce schéma-là. Donc, des centres de formation, et on rejoint le bilan qui a été fait sur les dispositifs au Niger, qui étaient peu articulés avec le terrain, et dans le supérieur également, toutes les écoles qui ont été soutenues à grand renfort de financement, et je parle sur le regard de Lucien en disant ça, n'étaient pas très articulées avec le terrain. Et puis, il y a eu évidemment une pression sociale très forte pour des études longues, débouchant sur les emplois de la fonction publique. Ça a été très, très déterminant pendant de longues années. Et puis, à un moment, avec les politiques d'ajustement structurel, il n'y a plus eu d'embauche dans les fonctions publiques. Donc, les possibilités d'emploi se sont avérées plus limitées. On a vu, heureusement, un certain nombre d'ONG qui ont embauché ces gens qui sortaient des écoles. On en a vu même quelques-uns qui se sont installés comme agriculteurs pour monter leurs propres affaires, mais tout ça a été extrêmement limité. Alors je signalerai quand même dans le domaine de la formation des ruraux un point très particulier sur lequel l'IRAM à une époque a été très impliqué. Ce sont toutes quand même les opérations dites de ruralisation de l'enseignement, enfin, où il y avait cette idée d'essayer de mieux articuler la formation, y compris initiale, hein, au niveau du primaire, par rapport aux exigences du terrain. Et c'est tout l'enseignement pratique, ruralisation de l'enseignement, dit moyens pratiques à d'autres époques. Bon, et quelqu'un comme Belloncle, hein, qui a été voilà, dans l'institution IRAM pendant longtemps, a été très moteur par rapport à toutes ces approches. Voilà à grands traits quelques éléments de l'histoire. Alors, les contenus de la coopération française par rapport à ça,
si je regarde ce qui a été fait par les affaires étrangères, par la coopération, l'outil principal, et puis Caisse centrale devenue AFD depuis. Alors il y a eu en matière de coopération les grandes coopérations institutionnelles d'appui aux institutions nationales de formation, ça a été ça au lendemain des indépendances, la coopération française mettant à disposition des coopérants pour être enseignants dans certains cas, dans d'autres cas conseillers pédagogues en tout genre, pour innover sur les curricula, les formes d'enseignement, les liens avec l'enseignement et tout ça. Enfin tout ça, ça a déjà été fait. Donc de façon significative et intéressante dans certains cas. Des bilans ont été faits où il y a des idées intéressantes à relever. Et puis, la coopération française a financé, enfin a doté en moyens toutes ces institutions, que ce soit bâtiments ou équipements. Alors concrètement, ça veut dire que la coopération française a soutenu un certain nombre d'écoles de formation de techniciens, ingénieurs, que ce soit au Mali, Tchang au Cameroun. Enfin, les exemples seraient nombreux à citer. Et le plus massif ayant été sans doute la formation des ingénieurs à Mostaganem, où là, vraiment, on avait pris en compte l'obligation d'une formation massive d'ingénieurs en peu de temps. La coopération française a soutenu aussi un certain nombre d'institutions de formation plus spécialisées, que ce soit, et là encore je regarde Lucien, les écoles de formation des agents de la coopération au Cameroun, avec l'école des Bolova, souvenons-nous, n'est-ce pas? Ou bien, de façon plus astucieuse, à une autre époque, l'ENEA, formation d'agents de développement rural au Sénégal. Et beaucoup d'autres exemples pourraient être donnés. Et je note dans tout ça un élément très particulier, c'est tout l'investissement qui a été fait par un certain nombre de coopérants, soutenus par la coopération française, dans ce qu'on a appelé les démarches dites de recherche-développement. La recherche-développement, à l'époque, au niveau de la formation, enfin je pourrais donner un certain nombre de noms, mais je ne voudrais pas faire l'état plus particulièrement de certains par rapport à d'autres, mais il y a eu l'école de Dondon et d'autres institutions qui ont été investies par ces gens qui avaient travaillé sur la recherche, formation, développement. Ça s'est traduit par un certain nombre de documents que je crois, qu'on a ressortis dans notre groupe. Je dirais, il y a tous les travaux de production qui ont été faits par ce qui s'appelait le réseau recherche de développement à l'époque. J'avais perdu ce document et on m'a dit « Ah, mais ce document, non ». Je disais 1990, on a cherché, et les gens y compris de l'interréseau disaient non, n'existait pas en 1990, bien entendu, parce qu'il y a quand même une longue histoire, et avant l'interréseau actuel, il y a eu le réseau recherche-développement, le réseau GAO, etc. Bon, ça c'est un peu par rapport à l'oubli parfois de certains éléments d'histoire. Donc ça c'était pour le premier aspect, alors j'ai complètement oublié, mais ça fait rien. Concernant donc les appuis de la coopération française aux institutions. Alors, d'autre part, il y a eu aussi en matière d'aide aux jeunes beaucoup d'opérations significatives qui ont été menées dans le cadre d'opérations de développement, avec certaines sociétés de développement. Bon, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la CMDT au Mali, Sodécoton au Cameroun, etc. Dans toutes ces sociétés de développement, beaucoup d'efforts ont été faits, dans certains cas, pour appuyer de façon spécifique certaines populations particulières. Alors, c'était les femmes à certains moments, ça a été les jeunes à d'autres, avec un certain nombre de résultats qui sont intéressants, je trouve, à regarder. Mais depuis les années 2000, les politiques d'ajustement, ces sociétés, là je pense à la CMDT particulièrement, n'ont plus eu les moyens de mener ces politiques spécifiques d'appui. Et donc on se retrouve dans un paysage où l'effort n'étant plus possible au niveau de ces sociétés de développement, la grande question c'est quel peut être le rôle du développement local pour porter ses appuis à ces populations jeunes
Voilà, puisque les sociétés de développement ne peuvent plus ou ne veulent plus dans le cadre des nouvelles orientations, donc c'est au niveau des collectivités locales, qu'est-ce qui est possible? Autre question, c'est on a fait beaucoup d'opérations ponctuelles ayant de l'intérêt, mais aujourd'hui on est confronté, et on l'a vu par rapport aux chiffres qui nous ont été donnés au cours de la matinée, par le besoin d'interventions massives. Donc qu'est-ce qui est possible pour avoir des interventions massives, mieux articulées aux politiques de l'emploi? Je voudrais citer une opération, enfin quelques opérations significatives par rapport à ça. Donc d'une part, certaines politiques de formation des jeunes ont été menées et sont regardées avec intérêt. Enfin, je pense à ce qui a été fait par les MFR dans un certain nombre d'opérations, mais limitées. Des opérations aussi en matière, au niveau du foncier, qui sont menées actuellement au Cameroun. C'est cette opération AFOP là, qui est signée. 5 minutes. Oh là là. Mais dans tout ça, je pense qu'on est aujourd'hui en panne de modèles innovants. Et donc les grandes questions auxquelles il faudrait être capable de répondre, c'est comment peut-on définir une approche globale de la formation des jeunes et de leur accès à la vie active en relation avec les politiques de l'emploi, en sachant que ces modèles innovants en direction des jeunes ne sont pas forcément liés uniquement à l'installation des jeunes. Enfin, on est très focalisé sur l'installation des jeunes, mais on l'a vu par rapport à ce que nous disait Agnès au début, que très souvent, les jeunes ont des problèmes d'emploi, mais aussi des problèmes d'installation, et donc les parcours des jeunes ne sont pas uniquement des entrées professionnelles, d'où l'intérêt certainement de réfléchir à une diversité d'approches en direction des jeunes. Et par rapport à ça, dans certains cas, je pense qu'il serait intéressant de travailler davantage sur des politiques en direction des jeunes, du type de ce que peuvent faire, par exemple, un certain nombre d'institutions en direction des jeunes ici en France, comme le MRJC ou un certain nombre d'organisations à vocation d'appui à certaines populations spécifiques. Donc tout ça pour dire que l'installation c'est une chose, mais qu'il y a certainement d'autres efforts à mener avec d'autres angles d'approche. D'autre part, on a évoqué un certain nombre d'acteurs et qui vont être questionnés cet après-midi, et on vient d'y faire référence tout à l'heure, c'est quelle est la politique possible menée par un certain nombre d'acteurs nouveaux dont on parle beaucoup, mais qui n'ont pas forcément été questionnés par rapport à leur politique en direction des jeunes. Ce sont les organisations professionnelles, agricoles et autres. Je dis autres en pensant par exemple à ce qu'une organisation comme Frères des Hommes peut faire actuellement au Sénégal en direction des artisans, et avec une organisation interprofessionnelle des artisans où ils réussissent à mener un certain nombre d'actions significatives. Et de même, au niveau des collectivités locales, ce sera un autre point cet après-midi, c'est au niveau des collectivités locales, quelles sont les initiatives possibles en direction des jeunes. Et par rapport à ça, peut-être que dans l'intervention de Anne après, on aura un certain nombre de pistes qui seront évoquées. Dans tout cela, avec quels outils institutionnels nouveaux? Les lieux de formation traditionnels auxquels on pense, c'est les écoles, les structures de formation. Il y a certainement d'autres dispositifs et pas simplement un dispositif unique. Là encore, Anne va nous éclairer par rapport à des choses qui sont pratiquées aujourd'hui dans un certain nombre de pays au niveau de dispositifs d'accueil de jeunes qui ne sont pas forcément des écoles.
Et un point aussi concernant le financement qu'on a évoqué ce matin, avec les différents types de fonds qui existent. On a évoqué que ces fonds tels qu'ils existent au Niger, au Mali et ailleurs, de fait, financent essentiellement les activités, plutôt les activités non agricoles qu'agricoles. Donc toute la question, c'est en effet celle de du financement de ces interventions en direction des jeunes, en sachant que certains évoquent par exemple les institutions de microfinance, mais je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui est aide à l'installation de jeunes, et là on peut avoir des institutions privées comme le secteur de la microfinance qui interviennent dans ce domaine, mais pour ce qui est politique d'appui proprement dite, il y a éventuellement un certain nombre de structures privées qui peuvent être mobilisées, et puis je crois qu'il ne faut pas se le cacher, beaucoup d'interventions en direction des jeunes seront obligatoirement de l'ordre de la subvention plutôt que de l'autofinancement. Alors sur ces... Oui, j'arrête. Sur ces questions, je donne la parole à Anne. Je ne sais pas d'ailleurs si on va parler d'approche nouvelle pour certains. Alors en tout cas en matière de formation professionnelle, les choses peuvent apparaître comme pas forcément très nouvelles. Après, parce que c'est peut-être dans la façon dont on met les choses en place qui peut être peut-être nouveau. En tout cas, on a vu qu'il y avait effectivement, avec l'intervention d'Étienne, des limites, un certain nombre d'approches. Bon, de toute façon, l'offre de formation en milieu rural est extrêmement faible. On l'a vu tout à l'heure aussi avec Jean-Michel. Et puis, on a des approches souvent sectorielles, ponctuelles, qui, évidemment, ne suffisent pas, avec, par exemple, un appui à certaines catégories, à des moments donnés, avec des apports en kit de matériel. Et on a vu quand même depuis un certain nombre d'années que c'était pas forcément toujours très efficace, avec parfois, on rentre dans la formation pour avoir le kit matériel, mais après, ça je l'ai vu de nombreuses fois, que ce soit au Niger ou ailleurs, on revend le kit dans des situations d'urgence, de toute façon. Et donc, il y a pas une vision globale, notamment sur l'amont, l'aval, etc. Et on a souvent eu je pense à des opérations PNUD que j'ai pu voir en Côte d'Ivoire, un certain nombre d'opérations qui quand même étaient assez limitées. On oblige à se mettre par 5 pour avoir tel ou tel kit pour l'installation. Et puis, en fait, c'est totalement artificiel. Et très vite, comme de toute façon, il n'y a pas de suivi post-formation, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais quand on va vraiment dans le fond des choses, on voit que souvent ça a des effets un peu négatifs ou pervers. Donc il y a effectivement cette nécessité d'une approche plus globale, d'une articulation entre politique publique, évidemment politique agricole, c'est l'enjeu essentiel, Jérôme en a parlé, c'est l'enjeu majeur, donc en milieu rural, et puis des politiques, on l'a vu aussi, d'accompagnement à l'insertion, parce que bon, il y a cet aspect social, et souvent il y a une confusion d'ailleurs entre installation et insertion, avec insertion égale installation égale, donc du coup l'aspect matériel, on l'a vu au Cameroun, tout de suite l'argent qui est imaginé derrière, et on sait très bien que l'insertion est plutôt un processus, et on va en reparler tout à l'heure. Je pense qu'il faut voir les choses de façon effectivement plus systémique. Alors, il y a des approches en matière de formation professionnelle qui évoluent dans la mesure où on fait vraiment maintenant... on attache beaucoup d'importance à l'approche métier, c'est-à-dire faire de l'agriculture un métier. On sait l'importance de rendre attractifs ces métiers-là. On en a parlé avec toute la question des jeunes qui partent en ville, et on a cet enjeu-là. Évidemment, avec l'adaptation des savoir-faire aux évolutions actuelles. Juste, je souligne que la campagne de l'AFDI, mais je crois qu'il y a des personnes de l'AFDI, en 2013, est justement sur cette question de la reconnaissance des métiers, de la reconnaissance du métier de paysan, d'agriculteur, dans toute sa diversité. On l'a dit tout à l'heure, les exploitations agricoles sont très diverses.
il peut y avoir, il y a des petites exploitations, des grosses, il peut y avoir du salariat, il peut y avoir différentes formes, mais en tout cas, cette reconnaissance-là est importante. La nécessité de prendre en compte les articulations ville-campagne, rural, urbain, périurbain. Bruno Loche évoque ces questions-là hein, dans ses derniers papiers, notamment CIRAD. Il y a des rapprochements de modes de vie, des mobilités, le téléphone portable dans tous les villages du Cameroun, les moyens de transport qui se développent, et donc il y a vraiment des articulations très, très fortes hein, et des modes de vie qui sont de plus en plus à cheval sur les deux espaces ou sur les différents espaces. Il y a l'importance de prendre effectivement l'ensemble des possibilités économiques d'un territoire, l'ensemble des métiers ruraux, mais on l'a déjà évoqué ce matin. Favoriser la pluriréactivité, la polyvalence. Les maisons familiales rurales, de plus en plus, diversifient les formations. Alors, les maisons familiales rurales, c'est pas récent, puisqu'elles existent depuis un certain nombre d'années, mais actuellement, elles travaillent effectivement sur des approches nouvelles, notamment par rapport à cette pluriréactivité. Et à cette polyvalence, valoriser les apprenants par l'établissement de référentiels métiers et de formation. Hein, la FOB, et M. Angot en parlera sûrement plus tard, qui insiste sur cette question du développement des référentiels de formation. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les travaux que j'ai pu faire, dans les enquêtes auprès des jeunes, on a des jeunes à Madagascar, au Cameroun, etc., qui parlent d'agriculture de deuxième génération, de transmission aux parents, de nouvelles techniques. Ça me paraît intéressant. Je ne généralise pas du tout, parce que c'est encore sans doute très, très ponctuel, mais on a ces évolutions. Effectivement, la pratique de l'alternance qui maintenant est considérée comme essentielle. Hein. Donc là, les évolutions sur... Alors, les champs écoles dont on a parlé, et dont parlait Jean-Michel, c'est pas les champs écoles, des démonstrations, etc. On est dans des choses très pragmatiques qui s'appuient sur des volontés de communautés rurales au départ, dans des choses très peu coûteuses, très liées aux possibilités économiques derrière. Alors, les chantiers d'insertion en Côte d'Ivoire, c'est la partie chantier d'insertion des plateformes de services, hein, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et là, avec, pareil, notamment à Songon, des chantiers qui allient petite agriculture, petit élevage, pisciculture, en lien vraiment avec les potentialités du territoire. Le centre Sonrail, mais peut-être que Pascal Benou nous en parlera aussi également, qui n'est pas non plus très nouveau, mais qui développe des filières de plus en diversifiées, notamment pour les femmes, parce qu'on considérait vraiment que dans les centres de formation, il y avait très peu de femmes généralement. Et là, il y a une évolution pour travailler sur transformation des produits agricoles, etc. Et pour essayer d'impliquer davantage les femmes dans ces centres de formation. Là, juste un petit exemple d'une maison familiale rurale à Bafia, au nord de Yaoundé, avec un pragmatisme hein, de s'appuyer sur des locaux le plus modeste possible, avec malgré tout des internats pour favoriser l'aspect insertion sociale dont on parlera, et des choses très intéressantes en matière de diversification. Un exemple sur Madagascar, avec également de la menuiserie, et des jeunes qui sont sur différentes activités, à la fois agricoles et d'artisanat, comme la menuiserie, en milieu rural. Un exemple de plateforme et de chantier d'insertion à Boisflé en Côte d'Ivoire, avec du maraîchage, et l'exemple du centre Sonrail près de Porto Novo. Alors, plus que peut-être ces évolutions qui sont importantes, qui se diversifient, qui s'appuient sur les potentialités économiques, il y a aussi une nouvelle approche qu'évoquait Étienne tout à l'heure, c'est l'approche de l'insertion considérée comme un processus et pas comme un état d'entrée dans un emploi qui, de toute façon,
n'existe pas vraiment en tant que tel, le modèle CDI qui existerait en Afrique et qui fonctionne pas. On sait que c'est effectivement un processus complexe qui passe par une combinaison d'interventions, celle de la famille, qui joue évidemment un rôle fondamental en milieu rural, dans la transmission en particulier des terres. Jérôme a évoqué cette importance du coup des ménages qui sont de toute façon un élément essentiel du coup pour les jeunes, mais avec toutes les difficultés, c'est-à-dire les modèles qui peuvent être enfermants. Et puis parfois ce manque d'accès aux terres quand on est le deuxième, le troisième, le quatrième enfant. Les interventions des centres de formation, des organisations professionnelles, des organisations paysannes. Mais on le sait, quand on a une approche un peu anthropologique, dans une trajectoire, on a aussi le hasard, un problème de santé, une rencontre, des éléments qui peuvent jouer un rôle dans ces processus-là. Et donc, c'est important de prendre en compte les interactions entre ces différents facteurs. Évidemment, les aspirations des jeunes, les choix, on ne peut pas imposer, on n'arrivera pas à imposer, même si on lui donne un kit pour faire telle ou telle chose, s'il ne souhaite pas, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi quand même une dimension, évidemment, on le sait, choix. Et bon, l'aspect conditions de travail est difficile, notamment pour les femmes. Souvent, j'ai discuté avec des jeunes filles qui me disaient « mais le maraîchage, c'est pas possible. Je préfère aller vendre des beignets, même si je gagne moins. » Enfin, il y a la question des stratégies aussi par rapport à ça. La question du manque d'informations, surtout sur les marchés, sur les dispositifs existants, sur les métiers, sur l'éloignement des centres de formation, des marchés, etc. Les difficultés d'accès à la terre, d'accès au crédit, on l'a vu, c'est essentiel. D'où la nécessité d'une approche globale, en partant des situations des jeunes, des situations des ménages, des réalités dans chaque contexte, des aspirations, et donc l'importance de l'écoute, l'information sur les métiers, sur les opportunités du territoire, les débouchés, etc. Donc avec l'importance de l'orientation professionnelle qui pour certains en France, notamment je fais référence à Vincent Merle qui est un spécialiste de la formation professionnelle qui est malheureusement décédé il y a quelques temps, qui est l'inventeur de la validation des acquis de l'expérience en France et qui a beaucoup travaillé sur l'alternance et qui dit que l'orientation professionnelle fait partie de la formation professionnelle. C'est un aspect essentiel sur lequel, notamment, Swiss Contact a travaillé au Niger beaucoup, cette question des choix de métier, de l'orientation. L'accompagnement des projets en tenant compte de tous les freins, la mobilité, de la santé, des ressources, et en mobilisant les ressources du territoire, la possibilité d'activer un prêt de mobilette, de travailler avec un centre d'alphabétisation pour ce frein-là. Enfin, toutes ces mises en synergie. La question de favoriser l'expérimentation et de mettre en relation tous les acteurs, les centres de formation, les organisations professionnelles, les organisations paysannes, les ONG, etc., et accompagner l'installation ou l'intégration dans l'emploi, sous toutes ses formes, qui peut être aussi le salariat qui peut exister aussi. Et alors c'est cette approche-là qui a été mis en place dans les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes. Mais alors, il y a différentes expérimentations qui ont été faites. Enfin, il n'y en a pas tellement en réalité. Celle du Niger est vraiment sur une approche, effectivement, de mettre en place un certain nombre de services, d'orientation, d'information professionnelle, de mise en relation avec des acteurs qui existent. L'approche, par exemple en Côte d'Ivoire, peut être différente, avec à la fois des chantiers d'insertion et la dimension accompagnement, orientation, mais qui est moins développée. Et qui du coup, accent plutôt sur l'aspect, ce qu'ils appellent outils d'insertion par l'économique, est plus coûteuse en fait en tant que telle. Mais ces approches-là prennent en compte aussi l'approche territoriale, c'est-à-dire identifier les potentialités du territoire, les ressources, les acteurs, on l'a vu, prendre en compte ces interactions,
et également avoir une dimension possibilité de création d'emplois en partenariat et en articulation avec les collectivités locales. Donc effectivement, pour les plateformes Côte d'Ivoire, par exemple, monter un chantier d'insertion sur telle ou telle dimension ou un chantier d'assainissement en fonction des potentialités du territoire. Donc ces différentes... la mise en place de ces dispositifs d'accueil, d'information, d'orientation, d'accompagnement des jeunes permettent effectivement de connaître les besoins des jeunes sur un territoire, avec la dimension veille et observatoire. C'est important aussi dans le cadre des politiques de façon plus générale, s'adapter aux demandes des jeunes dans leur diversité et chercher des réponses sur les territoires avec les acteurs locaux. Et évidemment, la dimension innovation, construire des réponses quand elles n'existent pas. Alors, juste une illustration sur, par exemple, les plateformes d'information, d'orientation, d'accompagnement du Niger. Donc, alors, elles ont été mises en place à partir des années, à partir de 2009-2010, avec une première expérimentation à Niamey, un arrêté ministériel qui a été donc a validé, du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, qui a validé la création de ces plateformes sur l'ensemble du Niger. Et progressivement, du coup, 3-4 plateformes construites en 2011 et aujourd'hui 14 plateformes qui couvrent les 8 régions du Niger avec plus de plateformes sur Niamey avec un appui de Swiss Contact. Notamment pour la formation des conseillers, pour la mise en place des partenariats, etc. Donc il y a une cinquantaine de conseillers d'insertion qui travaillent dans ces 14 plateformes. Pour 2012, il y a à peu près 3300 jeunes accompagnés, mais du coup sur 10 plateformes, sachant que 5 de celles-ci étaient construites à la fin 2012. Donc on est sur un démarrage avec une idée de travail sur 10 ans, 20 ans pour construire ces plateformes, avec un modèle assez peu coûteux puisque les locaux sont mis à disposition par les services, notamment les services déconcentrés de l'État ou des ONG. Par exemple, dans le cas d'Ottawa, c'est la Direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi, donc avec une mise à disposition de locaux. Vous voyez, c'est des locaux très simples. Là, c'est et mise à disposition également d'agents qui sont les conseillers d'insertion formés par Swiss Contact, avec des systèmes de formation-action, d'échange entre les différents conseillers, etc. Et donc, là, un exemple d'information collective sur les métiers du bâtiment, mais métiers du bâtiment qui peuvent évidemment être des métiers du rural, bien évidemment, ou un exemple de jeunes sur Niamey, mais dans le sud de la ville, à Karadjé, où un jeune, après un parcours un peu long, un jeune qui faisait un peu de gardiennage, un peu de chauffeur, s'est dit je veux reprendre la petite exploitation de mon père, 1 hectare, et qui a été orienté pour se former. Ensuite orienté par des conseils, appuyé avec un fonds pour acheter un petit peu de matériel, faire des économies et rentabiliser un peu plus son activité, et le choix de rester maintenant dans cette activité, de développer son exploitation agricole. C'est vraiment l'idée d'un accompagnement long dans la durée sur tous les aspects, l'orientation, l'accompagnement vers des centres de formation, les conseils, l'orientation vers une institution de microfinance ou un fonds d'appui. C'est vraiment cette idée et puis le post-formation. Oui, donc j'ai bientôt terminé. Oui, donc je termine. Cette nécessité de l'approche globale et territoriale, pour prendre en compte l'ensemble de ces potentialités économiques des territoires. Et je pense pour articuler effectivement création d'emplois, besoins des territoires, aspiration des jeunes. Bon, je pense que juste on en parlera tout à l'heure, mais bon, ces plateformes, celle du Niger que j'ai plus développée parce qu'elle a effectivement la vocation à se décliner au plus proche des populations, donc sur les moyennes villes plus les villages, avec l'appui des communes. Il
n'y aura pas d'appui financier supplémentaire, ni de Swisscontact, ni l'État n'a pas non plus les moyens. Donc ce sera une volonté locale de décliner, d'avoir des systèmes, et ils commencent, de conseillers mobiles qui viennent avec des mobylettes faire une permanence dans certaines communes plus petites. Donc il y a cette construction un petit peu et cette innovation qui est là avec les collectivités locales. Je pense qu'il y a Cap Insertion en Mauritanie, qui est pour l'instant plus sur le milieu urbain, qui développe une approche similaire en termes de méthode. Il y aura peut-être d'autres exemples de plateformes qui seront développées dans un certain nombre de pays. Je pense que c'est une approche qui, pour l'instant, est intéressante mais on en reparlera, je suppose, cet après-midi. Je terminerai juste par un petit peu ce que disait Jérôme aussi tout à l'heure. C'est en même temps comment faire face à l'ampleur des besoins. On sait très bien que c'est politique. Alors je dirais politique d'insertion dans le sens articulation, intersectorialité, intersectorialité. Elles prendront des années et des années, et je pense qu'effectivement, il y a cette articulation avec l'appui à une politique agricole qui favorise l'agriculture familiale, qui est un enjeu absolument majeur. Merci. Oui, bonjour, Joanne Villegas, anciennement au CFSI sur les questions d'insertion. Je voulais rajouter un acteur qui n'a pas été cité par Étienne Baudou, mais je pense que c'est juste un oubli, c'est les jeunes comme acteurs. Est-ce que... alors, on a l'impression quand même que la plupart du temps, dès qu'on parle de dispositifs politiques publics, on retombe sur des questions de dispositifs, de systèmes et d'acteurs de la formation et de l'emploi, où on oublie un petit peu les jeunes. Alors, sur l'intervention d'Anne Lubissonnet, on commence à les prendre en compte dans des plateformes où on est plus à leur écoute. À quel moment on les implique en tant qu'acteurs? Est-ce qu'il y a des expériences que vous connaissez au Sud sur des dynamiques collectives de jeunes? Ça renvoie peut-être un petit peu à la question de Christian Fusilier ce matin. Il me semble que c'est un ressort important au regard des enjeux démographiques pour qu'ils réfléchissent collectivement à leur propre insertion et pour qu'ils puissent aussi faire partie des démarches prospectives sur les territoires. Ça peut aussi être facteur d'innovation et d'installation sur des activités dans le secteur... pour revaloriser l'image de l'agriculture, par exemple, à partir de dynamiques collectives. Il y a des solidarités entre jeunes aussi, je pense, sur certains territoires, entre des diplômés et des non-diplômés. Voilà, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Bon, c'est vrai que c'est une question importante, mais je voulais faire le lien avec la question de la représentation des jeunes dans les organisations paysannes. Je crois que c'était un des thèmes majeurs, et on va en reparler sûrement cet après-midi. Bon, c'est vrai que c'est vraiment une prise en compte qui est très, très faible dans les différentes instances où il peut y avoir du coup en tout cas une faible représentativité dans un certain nombre d'instances. Et à travers notamment les plateformes, il y a cette idée de dire qu'on peut également partir de ce qui ressort, justement de ce travail d'écoute, pour accompagner des projets qui pourraient être là. Alors, Jean-Michel donnait l'exemple ce matin de la réparation de téléphones portables. Cette action de formation très, très courte, très insérante, a été lancée à l'initiative de jeunes, finalement. Donc, c'est un petit peu cette idée-là d'écouter, de saisir les idées, les projets, les propositions, de les appuyer, puisque la plateforme est placée sur un territoire pour justement établir les synergies à partir d'une connaissance de son territoire, de ses différents acteurs et des possibilités. Et là, pour
actuellement. C'est compliqué, hein, mais favoriser le développement d'actions, d'idées, par exemple, je parlais des actions de chantier de reboisement ou de chantier d'assainissement ou d'autres types de idées plus innovantes qui partiraient des jeunes. Quand je dis plus innovantes, parce qu'en général, on en parlera cet après-midi, mais pour la France, on s'aperçoit de ça quand on écoute. Ils ont beaucoup plus d'idées que nous, on peut en avoir. Et qu'en connaissant leur territoire, les possibilités, etc., ils ont souvent beaucoup plus d'idées qu'on peut avoir. Alors justement, avec un travail d'accompagnement, de mise en synergie, favoriser les appuis avec les fonds existants, etc. Moi, je voudrais simplement ajouter une chose qui me surprend dans toutes nos démarches de coopération, c'est que, en fait, on a beaucoup travaillé à partir de nos dispositifs publics. Enfin, quand on parlait des écoles, des institutions de formation, c'est une chose. Et puis, mais je veux dire, on a peu utilisé, c'est dommage, toute l'expérience qu'on a en France en matière de démarche d'appui à l'éducation populaire. Hein. On a beaucoup utilisé, tant mieux, je veux dire, avec l'AFDI, l'expérience des organisations professionnelles agricoles, c'est très bien. Mais je veux dire, tout le grand champ, et c'est pas pour rien que c'est Joanne qui posait la question à l'instant, puisqu'elle vient de réseau AFIP et compagnie. Je veux dire, on a un champ énorme d'expérience en France qu'on n'a absolument pas su valoriser pour essayer de développer justement des politiques d'appui à l'éducation populaire, et ce qui serait certainement quelque chose de très important pour des groupes de jeunes, puisque c'est de ça dont il est question. René Villaz, ex-IRAM, ex-CIRAD et futur ex-AVSF. Bon, j'ai 3 questions, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué à répondre. Premièrement, si on veut avoir accès à des rapports d'évaluation sur ce que vous venez d'évoquer au Niger, oui, notre camarade Mila, on s'adresse à vous pour avoir ça. Bon, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir des rapports d'évaluation. Deuxièmement, vous faites de la formation courte. Est-ce que, ce qui est très bien, etc., je n'ai pas de jugement à porter, mais je ne suis pas certain d'avoir compris si oui ou non l'alphabétisation est une composante nécessairement associée. Hein. Et troisième question, quid des filles, hein. Est-ce que vous formez surtout des garçons? Alors, l'intérêt de l'approche plateforme, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, au départ, les jeunes, et ça va assez vite, le bouche à oreille, viennent sur... D'ailleurs, parfois, aucune demande spécifique. Ou peuvent venir sur de l'information, une demande d'information, une demande de formation, une demande de mise en relation, une demande d'aide en alpha, une demande d'aide en mobilité, une demande d'aide financière. Enfin, il peut y avoir des tas de demandes. Donc, conclusion, il y a autant de filles que de garçons. Sur les résultats, sur les évaluations, notamment les plateformes du Niger, 50-50 en gros. Je ne me trompe pas, Jean-Michel, on est sur du 50%, 50%. Peut-être un tout petit peu plus de femmes. À peu près comme en France, sur les missions locales dont on parlera, qui concernent 1 300 000 jeunes en France, on est sur à peu près 50% de jeunes filles et 50% de jeunes garçons. Ça, c'était pour la question des jeunes filles. Le problème sur les centres de formation, c'est autre chose. En effet, souvent, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure, sur des métiers en plus difficiles, enfin, et puis on ne va pas développer toutes les raisons, mais Agnès aussi en a un petit peu parlé ce matin, on est sur parfois du 12%, du 15% de jeunes filles. Les maisons familiales rurales sont encore sur des chiffres comme ça. Sur le centre Son Rail, je voyais qu'on était plutôt à 12% de jeunes filles. On est vraiment sur un problème là-dessus. Hein. Sur la question d'alphabétisation, dans le cadre des plateformes, c'est mobiliser toutes les... donc, un jeune qui veut rentrer dans un CFPT à Tillabéri, par exemple, dans un centre de formation professionnelle et technique, et qui a besoin ou dans un autre centre de formation privé qui exige un minimum ou qui doit travailler sur notamment l'acquisition du français auparavant, peut être mis en relation avec des ONG d'alphabétisation et travailler sur cette question-là.
des jeunes filles qui font cette demande spécifiquement peuvent être orientées, alors avec la question après de la pauvreté des ressources. Sur certains territoires, on n'a pas cette possibilité-là. Donc on a de toute façon tout ce champ-là qui manque. Enfin, ce problème d'alphabétisation est encore très important, y compris au Niger. C'est ça que je voudrais vous faire préciser, sans porter de jugement. Ouais. L'alphabétisation n'est pas une composante indispensable de la formation professionnelle, dans le schéma que vous avez développé. Je ne sais pas, pas dans tous les cas forcément. J'ai pas forcément développer de schéma, parce qu'on est dans tellement de situations différentes. Si vous voulez, à Niamey, il y a des jeunes qui sont venus faire des demandes à une des plateformes pour accéder à telle ou telle formation ou pour accéder à tel ou tel emploi. Je pense à une qui voulait gérer un petit cybercafé et qui demandait à travailler sur l'alphabétisation. Elle a été orientée sur une ONG d'alphabétisation qui existait à Niamey, mais qui évidemment qui n'existe pas dans les communes éloignées d'Agadez ou d'ailleurs. Donc, en fonction des ressources locales, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction des ressources locales, il y a l'activation des possibilités. Et justement, quand il y a identification d'un manque, il peut y avoir, en concertation avec la commune, avec la collectivité, le travail sur le montage d'une action d'alphabétisation, etc. Donc, en fait, je voulais vraiment insister sur l'aspect non-modélisation possible, quoi. Il n'y a vraiment pas de modélisation possible dans ces approches-là qui partent du contexte des territoires, en fait. Je me retrouve très bien dans les analyses qui ont été faites toute la matinée, etc., sur le modèle, les défauts du modèle de l'enseignement technique, etc. Donc, je ne rentre pas dans les détails qui sont très importants parfois. Mais il faudrait essayer de remettre en perspective sur ce champ d'histoire après décolonisation. Il me semble que quelqu'un, un intervenant avant, a mis le doigt, et d'autres, à la suite de ce que vous dites, c'est pareil, c'est cette fameuse tension, voire opposition, voire césure, entre la logique qui se développe dans les systèmes économiques de production, de producteurs, d'employeurs, et la ressource humaine, pour faire gros, très schématique. Moi, j'ai vécu ça tout au long de mon boulot, parce qu'il y a deux logiques différentes. C'est normal, quelqu'un dans la salle a dit, mais comment gommer? Je crois qu'on ne les gommera jamais. Et je crois d'ailleurs qu'il y aura toujours des tensions, y compris en France. On est bien placé pour en parler. D'ailleurs, bon, pour rien qu'on a dit que dans cette Afrique dont vous parlez, il y a le modèle français encore prégnant. Donc, je voulais dire, cette césure. Mais posons-nous toujours la question, pourquoi il y a cette tension et cette opposition entre les deux systèmes? Celui qui produit et donc celui qui va embaucher, et cette ressource humaine avec cette démographie et cette jeunesse qui est là. C'est extrêmement difficile. Ils ont des logiques, ces deux systèmes, qui sont différents. Et pourtant, on ne réussira de formation que dans la mesure où on reconnectera par tous les biais, les techniques pédagogiques, institutionnelles, y compris le modèle économique des formations. Alors, ça, c'est très important, et c'est vieux, c'est historique. Avant la décolonisation, on avait déjà cette tension entre une république colonisatrice qui voulait civiliser la ressource humaine et l'autre qui disait il nous faut de la main-d'œuvre utile, efficace, donc formons-la strictement aux techniques de production. Et je crois que ces traces-là ne sont pas effacées. Je me souviens alors, bien après, et d'autres avec moi ici dans la salle s'en souviendra, quand on parlait des vulgarisateurs, petite tête, gros mollet. Ça veut dire pensez pas trop, bosser, ayez des compétences précises. On a toujours cette dialectique, donc, entre le champ du productif et de l'économique et le champ de la ressource humaine. Et je l'ai vécu notamment par l'explosion des systèmes éducatifs dus à la démographie, bien entendu, parce que nous-mêmes, dans la coopération française, dont nous étions tous d'ailleurs, à un titre ou à un autre, eh bien, on s'est soucié peut-être au début de l'école primaire, qui très vite nous a emmenés au secondaire, qui très vite nous a emmenés au supérieur. Ça veut dire que là, c'est un deuxième aspect de ma réflexion sur la politique, la volonté politique, et ça a été dit aussi ce matin, je veux surligner
que sans vraie volonté politique, on n'y arrivera pas. On fera des petites expériences sympas, des effets d'oasis, comme on disait, mais il faut des volontés politiques. Or, ne rêvons pas. Les volontés ne sont pas uniformes, ni du côté du Nord des bailleurs de fonds et autrefois de la coopération du ministère, et de nous avec, organismes même non gouvernementaux, et du côté des pays. Quand on déclamait partout éducation pour tous, et Dieu sait si c'est important, alors là c'est la ressource humaine, c'est la démocratisation, eh bien je suis persuadé qu'il y avait un certain nombre de dirigeants, de décideurs, de ministres de l'éducation qui n'y croyaient pas, ou même n'y avaient pas intérêt. Donc regardons la mise en perspective de tout ça, dans le décor, il y a des gens qui n'ont pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait une éducation de base qui se développe vite, bien, et une formation professionnelle adaptée. Faut pas oublier ça. Côté coopération, je l'avoue, très simplement, au ministère, on ne nous encourageait pas, par exemple, à soutenir les projets d'alphabétisation. Sauf quand ils étaient hyper fonctionnels et qu'ils faisaient des marchés de coton autogérés, qu'ils diminuaient les coûts des sociétés de collecte de coton. Bref, dans la salle, je suis sûr qu'il y en a un tas qui réagissent à ça. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a derrière aussi des politiques d'intérêt d'État à État et des politiques d'influence. Et la langue française, si on parle d'alphabétisation, était là-dedans toujours présente. J'en ai fait l'expérience au sein des services où on nous dissuadait de lancer des tentatives de programmes de collaboration avec les pays pour de l'alphabétisation, parce que c'était en quelle langue. Et évidemment, il y avait tous ces débats, langue maternelle, langue locale, versus, c'est pas forcément opposé, mais c'était perçu comme tel. Donc, toujours faire attention à ce contexte d'intérêt, de volonté politique, sachant que ni d'un côté ni d'un autre, il y a homogénéité, et parce qu'il y a des intérêts contradictoires. Jean-Michel Lima, donc juste une précision ou un complément par rapport aux plateformes. Donc effectivement, comme le mentionnait Anne, l'idée des plateformes n'est en soi déjà pas un dispositif de formation. C'est vraiment un dispositif qui aide à la transition, mais plus que la transition, c'est lié au développement aussi de l'autonomie du jeune. Il n'y a pas une modélisation de cet accompagnement. Cet accompagnement est aussi, comme l'insertion, un processus. Et il s'accompagne par rapport au profil de ce jeune qu'on accompagne. Et il y a autant de profils finalement que de jeunes que nous accompagnons. Donc du coup, c'est difficile d'accompagner aussi un groupe de jeunes. L'idée de l'accompagnement, c'est individuel et surtout est basée sur une relation de confiance entre un conseiller et un jeune avec son profil, son histoire, son parcours qui fait que chaque accompagnement sera différent. Et l'idée en soi n'est pas de dire on va lui fournir un travail à la fin de cet accompagnement. Ce n'est pas une finalité en soi. Par contre, c'est un processus qui veut qu'on développe avec cet accompagnement une autonomie chez le jeune qui pourra refaire cette trajectoire ou ce travail de recherche d'emploi, de développement personnel qui fait qu'aujourd'hui l'innovation de ce dispositif est à ce niveau-là. En plus, on y met de l'information parce que l'information est vraiment nécessaire dans le sens où quand on parle de métier chez un jeune, il va avoir 2 ou 3 options. Il va se limiter au Niger à la couture, à la mécanique ou à la menuiserie. Donc, à ce niveau-là, il s'agit effectivement d'entendre le jeune, de savoir quelles sont ses vocations, quelles sont ses aspirations, et pas simplement de faire des injonctions. Il ne s'agit pas, au niveau du conseiller, au niveau de la plateforme, de dire, voilà, tu vas faire ça, parce que le jeune, finalement, au Niger, le vit tous les jours avec sa famille, avec le voisin, avec les parents, qui vont dire, ben voilà, tu vas faire mécanicien parce qu'il y a une opportunité, le voisin, etc., etc. Donc, effectivement, l'innovation ici, c'est de dire, le dispositif des plateformes s'adapte à chaque fois aux jeunes qui s'y présentent. Merci. Oui, bonjour, Christian Bergelaire, donc du bureau d'études Antea. On met en œuvre notamment des programmes dans le cadre du développement dans les pays africains. Moi, je voulais juste parler plus concrètement de la passerelle entre le monde de la formation et le monde du travail. Ce qui manque, ce qui nous semble manquer dans ces pays, c'est les dispositifs tels que ceux qui marchent bien en Europe, tels que l'alternance ou bien les contrats de professionnalisation. Parce que
en fait, on est souvent amené, dans nos programmes, à former, bon, gré mal gré, les cadres avec lesquels on travaille, mais on ne peut pas avoir accès aux jeunes parce qu'on n'a pas, on serait pénalisé si on le faisait, puisqu'on est on intervient dans des secteurs concurrentiels, et donc si on n'a pas des outils, si on ne rencontre pas ce genre d'outils donc dans les pays africains, on ne pourra jamais embaucher des jeunes diplômés. Donc c'est un petit peu un appel notamment aux bailleurs de fonds qui font ces programmes. Je pense nous on est entreprise extérieure, mais pour les entreprises nationales ça sera la même chose. Si ces dispositifs n'existent pas, il y aura toujours une difficulté d'embaucher les jeunes. Régine Gillet, je suis juriste conseil en politique de l'emploi et président de l'association Agir pour l'emploi des jeunes. Alors les dispositifs alternance et professionnalisation auront du mal à faire souche en Afrique, tout simplement parce que, comme vous le savez, ce sont des dispositifs qui marchent en binôme avec les entreprises. Or, pour que ces politiques puissent se développer en Afrique, il faut qu'il y ait vraiment un tissu entrepreneurial important. En France, déjà, les jeunes qui sont en alternance, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises, ont du mal à trouver des entreprises. Et tant que vous n'avez pas une entreprise qui vous prend en alternance, vous ne commencez pas votre formation. Imaginez en Afrique où il y a très peu d'entreprises. Je pense que ce sont des dispositifs que moi-même j'ai conseillés en Afrique, tout en sachant qu'elles étaient mortes-nées. Et elles étaient déjà en expérimentation en Guinée équatoriale, mais n'ont pas du tout abouti. Je pense que dans toute l'Afrique, elles ne peuvent pas vraiment avoir un grand essor tant qu'on n'a pas activé simultanément le réseau d'entreprises. Ça marche vraiment avec les entreprises. Il y en a très peu en Afrique.